Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue en ce dimanche 17 janvier 2021. Alors que la deuxième vague s'est installée, le Sénégal s'organise dans le cadre de la riposte anti-Covid-19 avec une stratégie de vaccination déjà connue. Sur le front économique, le virus n'entrave pas visiblement les conditions de la relance. Détails et explications avec le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement des territoires et porte-parole du gouvernement, Monsieur Oumar Gueye, bonjour. Bonjour Oumar et merci de m'avoir invité à cette émission Point de vue. Alors, cela fait une dizaine de jours que le couvre-feu est en vigueur à Dakar et Thiès. Alors, quelle évaluation faites-vous en rapport avec l'objectif visé, c'est-à-dire l'efficacité dans la riposte anti-Covid-19? Je vous remercie. L'état d'urgence de couvre-feu se passe très bien, dans de très bonnes conditions. Les forces de défense et de sécurité assurent l'application stricte de ces décisions. Et de ce point de vue-là, les populations adhèrent, même si au début on avait constaté quelques difficultés de mise en œuvre. Mais aujourd'hui, il est heureux de constater que, de manière générale, les populations adhèrent à cette décision prise par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et ces décisions ont eu comme soubassement, comme vous l'avez dit, faire en sorte que cette pandémie à la Covid-19 qui a eu à prendre une ampleur extrêmement importante, d'ailleurs le président Macky Sall a dit l'heure est grave, faire en sorte que cette pandémie puisse avoir une pente descendante au lieu de cette pente ascendante. Voilà, le constat est malheureusement que la courbe ne descend pas. Dès lors, des questions autour de l'efficacité et de la pertinence des mesures qui ont été prises. Est-ce que, véritablement, elles ont eu leur effet, l'effet escompté? La question pourrait être prise sous un autre angle. Est-ce que si ces décisions n'étaient pas prises, est-ce qu'on n'aurait pas eu des cas encore beaucoup plus importants? Vous savez, à l'heure actuelle, effectivement, le niveau est assez haut, même si on observe une tendance baissière. Si on considère les résultats, par exemple, obtenus aujourd'hui par rapport aux résultats d'hier. La question est de savoir, est-ce que si ces mesures n'étaient pas prises, on n'aurait pas eu des cas beaucoup plus importants? Je crois que c'est sous cet angle-là qu'il faudrait voir les choses et gérer cela dans la durée. C'est extrêmement important, c'est une situation très difficile, une pandémie, j'allais même dire une endémie, et il faudrait donc que des mesures ardues, des mesures fortes soient prises par les autorités pour protéger la population sénégalaise. D'accord. Alors, la loi 69-29 a été modifiée en début de semaine. Le nouveau régime qui s'ajoute à ceux qui étaient déjà dans cette loi est désormais, va désormais donc permettre de prendre en charge les situations comme celles que nous vivons actuellement. C'est vrai, on s'est largement épanché sur le débat juridique, mais du point de vue de la perspective, là aussi des questions. Pour combien de temps encore? Est-ce qu'on va étendre la mesure sur l'ensemble du territoire? Est-ce que vous avez des éléments d'information autour de ces questions-là? Vous savez, déclencher un état d'urgence ou un couvre-feu, c'est extrêmement lourd, du point de vue même concept et compréhension des populations. De quoi s'agit-il? Nous avons une pandémie, une maladie. C'est une maladie qui est là, avec un virus qui circule, qui est le virus, la Covid-19. De ce point de vue, est-il nécessaire de déclencher l'état d'urgence ou un couvre-feu ou l'état de siège? C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a décidé, avec son gouvernement, de proposer un projet de loi qui modifie cette loi 69-29, en y ajoutant simplement l'état de catastrophe naturelle ou sanitaire. L'état d'urgence, l'état de catastrophe naturelle ou sanitaire. Et ou sanitaire. C'est tout. Cela permettra, quand des situations pareilles se présentent, aux autorités administratives de prendre les mesures qui s'imposent dans le sens unique de la protection des populations et ne pas déclencher l'état d'urgence. Je pense que c'est une simplicité, une simplification même pour les populations. Parce que l'état d'urgence, l'état de siège, ça s'accompagne également de mesures assez lourdes
dans leur mise en œuvre. Donc, cette modification permettra d'encadrer la catastrophe naturelle ou sanitaire et de permettre aux autorités administratives de prendre des décisions au niveau local, pas au niveau national, pour endiguer la catastrophe là où elle se passe. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait comprendre cette loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui sera donc mise en œuvre dans le cadre strict de cette loi-là. OK. Maintenant, dans la mise en œuvre, est-ce que vous avez des informations ou des réponses à ces questions que se posent certains sur la durée du couvre-feu, son champ d'application? Est-ce qu'on va aller au-delà de Dakar et Thiès? Actuellement, nous sommes... ce couvre-feu, cet état d'urgence est confiné dans la région de Dakar et dans la région de Thiès. Et cela se justifie pour le moment. Parce que nous pouvons dire sans nous tromper que l'épicentre, vraiment, de cette pandémie, c'est Dakar et c'est Thiès. À plus de 90% des cas, comme c'est indiqué. Donc cela se justifie amplement. Oui. Maintenant, avec le temps et en fonction de l'évolution de cette pandémie, et le président Macky Sall prendra les décisions qui s'imposeront pour la protection de la population et pour freiner donc cette propension de cette pandémie. En s'entourant de toutes les garanties, et quand je dis s'entourer de toutes les garanties, c'est s'entourer avec les spécialistes, les sachants, les spécialistes en la matière. Le président Macky Sall ne prend jamais une décision de manière unilatérale, il consulte les spécialistes, notamment les médecins, les spécialistes de la santé, avant de prendre une décision. Mais pour le moment, le couvre-feu, l'état d'urgence, c'est au niveau de la région de Dakar et de la région de Thiès. D'accord. Dans le dernier Conseil des ministres, dans le communiqué, le président de la République, justement, a insisté sur l'impératif de sensibiliser les populations à travers une mobilisation générale au fin de couper, évidemment, la chaîne de contamination. Il a listé d'ailleurs 5 points sur lesquels peut-être vous allez revenir, mais qu'est-ce que vous envisagez, vous, en tant que ministre des collectivités territoriales, sachant que voilà, les élus aussi ont une part très importante à jouer dans les contextes de ce genre? Vous avez raison, le président Macky Sall est revenu lors du dernier Conseil des ministres sur 5 points importants, parmi lesquels on peut citer la sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Cela me semble être extrêmement important. Ce virus, il est vrai que le vaccin, on est en train de le trouver. On est en train même de mettre à disposition aux populations à travers le monde ce vaccin-là. Mais en attendant, le seul moyen de se protéger, ce sont les gestes et mesures barrières. Le port du masque, et bien le porter, la distanciation physique, le lavage des mains et éviter les réunions ou les grands rassemblements. Oui. Donc ça, c'est une des décisions. L'autre décision également, c'est de s'occuper du traitement des personnes à domicile. Une autre décision que M. le Président Macky Sall a eu à prendre également, c'est ce qu'on peut appeler la gestion des horaires d'ouverture des marchés et lieux de rassemblement. Et il est heureux même de constater, en tout cas je sais que le gouverneur de la région de Dakar a pris des mesures importantes dans ce sens qui sont en train d'être mises en œuvre. Mais également aussi surveiller ce qu'on pourrait appeler ces variants de la Covid. On parle de variants d'Angleterre, variants sud-africains et d'autres variants, et également renforcer nos frontières, particulièrement à l'aéroport international Blaise Diagne. Et à ce niveau, le président Macky Sall s'est félicité sur le fait que notre aéroport a été certifié comme étant un aéroport très très sûr en matière de gestion de la Covid-19. Mais tout cela, la partie sensibilisation et accompagnement, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer. Rappelons-nous, une collectivité territoriale, c'est un démembrement de l'État. Rappelons-nous qu'une collectivité territoriale, eh bien, on lui a transféré également la santé. Et de ce point de vue, il faudrait se rappeler de la première vague.
où les collectivités territoriales s'étaient fortement mobilisées suite à l'appel du président Macky Sall. Et aujourd'hui, quand j'ai fait le point, ce n'est pas moins de 8 milliards de francs CFA que les collectivités territoriales ont injecté dans la lutte contre cette pandémie. Eh bien, pour cette deuxième phase également, suivant les instructions du président Macky Sall, qui m'a demandé de rencontrer l'association des maires et président du conseil départemental, eh bien, cette rencontre a eu lieu. Et aujourd'hui, les collectivités sont en train de se remobiliser. Évidemment, dans un contexte de vote de budget, parce que vous savez que les budgets sont en train d'être votés au niveau des collectivités territoriales, mais j'ai constaté que beaucoup de collectivités sont en train justement de prendre en charge un certain nombre de choses dans la sensibilisation, dans l'achat de masques, de gel, etc., pour apporter, en ce qui leur concerne, leur contribution sur cette lutte contre cette pandémie. Dans la première vague, il y avait un dispositif d'allègement fiscal qui leur permettait justement de faire face à ces dépenses-là. Est-ce qu'on peut l'envisager, le reconduire, ce dispositif-là, dans le contexte actuel? Pour le moment, ce dispositif n'est pas reconduit parce que ce dispositif était lié à l'état d'urgence, etc. Oui. Bon, là, c'était à l'époque, le président Macky Sall avait pris une ordonnance, l'ordonnance 005, qui permettait aux collectivités territoriales de réunir simplement leur bureau, le bureau municipal ou le bureau du conseil départemental, et délibérer. Mais cela, c'est terminé. À l'heure actuelle, les collectivités ne peuvent pas faire ça. Par contre, la loi permet aux collectivités de faire des réunions à huis clos. Et nous sommes en train de discuter ensemble avec le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, nous devons nous voir mardi pour voir tout en restant conforme à la loi. Oui. Parce que vous savez, il y a le Code général des collectivités territoriales qui dit comment les conseils doivent se réunir. On ne peut pas donc passer outre ce code-là. Mais regardez ensemble comment faire des simplifications au niveau des conseils pour leur permettre, pour les conseils qui ne se sont pas encore réunis, de voter leur budget dans de bonnes conditions tout en respectant les mesures barrières et voter leur budget avant le 31 mars. Parce que c'est la date limite pour les collectivités territoriales pour voter leur budget. Dans tous les cas, elles seront dans les conditions de faire face et de sensibiliser comme il se doit les populations dans le cadre de cette Absolument, elles y sont déjà, les collectivités territoriales, et ça fait partie également de leur mission. D'accord. On a une idée de la stratégie nationale de vaccination. D'abord, c'est les cibles prioritaires à partir de fin mars. Et puis le reste de la population va suivre jusqu'au premier trimestre de 2022. Maintenant, il y a certainement un autre exercice plus complexe, c'est la sensibilisation, là aussi, des populations sur l'importance du virus, du vaccin autant pour moi, parce qu'il faut reconnaître que, évidemment, il y a une partie de la population qui est réticente. C'est un phénomène mondial, hein. Ce n'est pas seulement propre au Sénégal. Vous allez de même dans les pays développés, les pays qui ont commencé à faire la vaccination, il y a toujours une réticence parce que c'est quelque chose de nouveau. Ce virus déjà est nouveau. La manière dont ce virus est arrivé dans le monde c'est quelque chose qui est venu brutalement. Personne ne s'est préparé. Et également, il y a des appréhensions, ça il ne faut pas le nier, à travers le monde, pas seulement au Sénégal. Vous allez partout dans le monde, il y a des populations qui disent « Ah non, nous ne voulons pas être vaccinés ». Mais il faudrait qu'on rassure la population sénégalaise. Le gouvernement du président Macky Sall, à la tête, le président Macky Sall n'amènera jamais un vaccin qui ne soit pas conforme aux normes OMS. Vous savez, le cycle de vaccination est normé. Il y a l'Organisation mondiale de la santé. Le Sénégal également est membre d'une organisation qui s'appelle COVAX, qui s'occupe donc de vaccination dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, il est connu que les vaccins qui sont en train de circuler sont des vaccins qui sont sûrs à 80, même certains vaccins, 95%. Et les pays développés ont commencé à comment même vacciner leur population. C'est ça. Et depuis le temps, depuis que le monde est monde, les pandémies ont été, disons, combattues, enrayées par des vaccins. Il n'y a que le vaccin comme solution. Il n'y a que le vaccin. La rougeole, les autres vaccins,
la poliomyélite qui a été éradiquée, etc. Ce sont des vaccins. Et bien, de la même manière, l'intelligence humaine est telle que on a trouvé le vaccin contre la COVID-19 et ce vaccin, évidemment, les populations doivent l'accepter et pouvoir se faire vacciner. En tout cas, nous sommes prêts à être vaccinés lorsque les vaccins seront disponibles au niveau de notre pays. Passer par l'exemple, quoi, au niveau des autorités gouvernementales. Oui, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mhm. Il faut se faire vacciner si le vaccin est disponible. D'accord. Et parlant de stratégie, certainement, vous n'êtes pas un spécialiste de la santé, mais on le sait, le Sénégal a des acquis à ce niveau-là. On a une tradition de vaccination à travers les différentes maladies qu'on a connues à l'époque. On va donc se baser sur ces acquis-là, prendre appui sur ces acquis pour adopter peut-être une stratégie en vue de persuader les populations. Vous savez, le Sénégal a une riche expérience dans le domaine de la santé de manière générale. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Sénégal a été classé deuxième pays qui a le mieux géré cette pandémie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et depuis le début, le président Macky Sall a mis en œuvre toute une stratégie qui permet donc de prendre en charge cette situation exceptionnelle et grave, comme il a eu à la qualifier. Et de ce point de vue-là, les expériences que nous avons eues, le programme élargi de vaccination et d'autres expériences, évidemment, seront capitalisées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le personnel de santé. Et vous me permettrez, après le président Macky Sall, de les féliciter, le personnel de santé et le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui, sur instruction du président Macky Sall, avec son équipe, ils sont en train de faire un excellent travail dans le cadre de cette pandémie. Donc cette stratégie également va se dérouler. Le Sénégal est un pays qui a une expérience en la matière, expérience fondamentale en matière de vaccination. D'accord. C'est dans ce contexte de deuxième vague que le FMI a décerné un satisfecit au Sénégal dans le cadre de l'ICPE, l'instrument de coordination de la politique économique. Quelle importance donner à cette deuxième revue pour le Sénégal? Cette deuxième revue a ceci de particulier, c'est-à-dire qu'elle a été approuvée sans débat. C'est quand même extraordinaire qu'une revue à ce niveau du FMI, revue ICPE, instrument de coordination des politiques économiques, puisse être approuvée sans débat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la communauté internationale apprécie à sa juste valeur les politiques économiques mises en œuvre par le président Macky Sall et qui ont donné des résultats malgré la crise. Parce que n'oublions pas que 2020 a été une année de crise, la pandémie de la COVID-19. Toutes les prévisions au niveau mondial ont montré que, effectivement, l'économie est en train de s'écrouler un peu partout à travers le monde, avec des taux de croissance négatifs un peu partout. Au Sénégal, grâce aux mesures fortes prises par le président Macky Sall, nous aurons une croissance positive, pas une croissance négative. Nous serons l'un des rares pays en Afrique, on peut même dire dans le monde, à avoir cette croissance positive, due au fait qu'il a eu à anticiper au niveau de l'agriculture. Et ça, c'est important. Un budget qui était de 40 milliards, il l'a amené à 60 milliards. Des semences, des entrants et une bonne pluviométrie que le bon Dieu nous a gratifiés. Avec des récoltes records, nous avons eu 1 800 000 tonnes d'arachides, plus de 3 800 000 tonnes de céréales, c'est-à-dire nos besoins en 95% de nos besoins en céréales sont couverts, etc. Et le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, me disait: le monde rural est assis sur un minimum de 600 milliards de francs CFA. Si on prend le prix plancher de 250 francs le kilogramme. 450 milliards pour l'arachide et 150 milliards pour le foin. Et nous tous, nous savons que les agriculteurs vendent l'arachide à plus de 250 francs le kilo. Donc, toutes ces mesures prises avec l'aide qu'il a eu à mettre dans le cadre de force Covid-19, les 1000 milliards, aider les populations, 1 100 000 ménages, aider le tourisme,
aider également, même l'artisanat. Nous avons vu les jours derniers qu'on a commencé à remettre aux artisans 5 milliards pour les aider, etc. Et toutes ces mesures qui ont été prises, aider les ménages dans les factures d'électricité, dans les factures d'eau, toutes ces mesures combinées, eh bien, ont fait que, justement, cette crise, malgré la difficulté de la crise, évidemment, nous aurons un taux de croissance positif. En clair, c'est le plan de résilience économique c'est ce et sociale plan de résilience, qui est à la base de ce satisfecit-là. Exactement. Ils se sont rendus compte que, même avec cette crise-là, le président Macky Sall a eu prendre des mesures urgentes et rapides pour juguler au plan économique cette crise. On peut ajouter aussi que les entreprises ont été payées, hein, la dette a été payée également, et tout cela, c'est extrêmement important dans une période de crise, d'avoir un président de la République visionnaire, le président Macky Sall, qui a eu à prendre des mesures qui nous ont permis d'avoir ce satisfecit de la communauté internationale. D'accord. En dépit donc de la gravité de la situation, le Sénégal est resté résilient. Maintenant, il faut se projeter et voir un peu ce que la relance va donner, dans quelles conditions. On sait qu'il y a le PAP 2A, le plan d'action prioritaire 2 du plan Sénégal émergent. Est-ce que les conditions de cette relance-là, est-ce que le Sénégal tient sa relance en d'autres termes? La crise à la Covid-19, si on pouvait résumer cette crise et comment nous l'avons vécue, c'est d'abord subir, ensuite résister, ensuite relancer. Subir, on l'a subi, tout le monde l'a subi, comme tout le monde était quasiment assommé, il faut le dire, même si on n'est pas resté groggy longtemps, parce que c'est une surprise mondiale. On a résisté, c'est le plan de relance, le PRESS, le plan de relance économique et sociale, avec les 1000 milliards, avec tout ce qui a eu à être pris en compte et ce qui nous a valu donc ce satisfecit sans débat du Fonds monétaire international. Ensuite, relancer. La relance, c'est le PAP 2, le programme d'action prioritaire 2A, ajusté et accéléré. Parce qu'il y avait le PAP 2 avant cette crise, mais le président Macky Sall a décidé de l'ajuster et de l'accélérer. Ce PAP 2, avec un montant de 14 712 milliards sur plusieurs secteurs, bien planifiés, avec les secteurs productifs, qui est dans l'axe 1 du PSE, transformation structurelle de l'économie et croissance, avec également des souverainetés qu'il a eu à mettre en œuvre, souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire et pharmaceutique, le développement industriel, le développement du numérique, et tout cela dans un phasage bien déterminé qui est décliné chaque année à travers le budget consolidé d'investissement, la LFI, et c'est cela qui maintenant nous projette sur l'avenir, et les prévisions actuellement au niveau économique, nous allons avoir des croissances positives, un peu plus de 5% pour 2021. Mais il nous faudra nous retrousser les manches et travailler malgré la pandémie qui est autour de nous et qui est en train donc de nous inquiéter, nous tous. Donc la deuxième vague ne sera pas un obstacle, c'est ce que vous voulez dire? Oui, disons, vous savez, il nous faut tous avoir un mental, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous adapter par rapport à la situation, vivre avec la pandémie, prendre les mesures importantes. Les mesures importantes, c'est ce que le président Macky Sall est en train de prendre. Et travailler aussi pour avoir de la croissance. On ne peut pas avoir une croissance si on ne travaille pas. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall est en train de lancer de grands projets. Vous avez entendu parler du port de Ndayane, 840 millions de dollars, un port en eau profonde, avec des tirants d'eau de 18 mètres. Vous êtes en train de voir le stade de 30 000 places qui est en train de se passer. De grands projets comme le centre d'oncologie à Diamniadio pour lutter contre le cancer. Et d'autres grands projets, évidemment, avec toujours mettre l'accent sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et tous ces éléments réunis, évidemment, nous permettront d'avoir donc cette croissance. Mais nous devons tous y croire et travailler pour qu'il en soit ainsi. D'accord. Je reviens au communiqué du Conseil des ministres sur un point qui vous concerne directement en tant que ministre de tutelle, l'aménagement durable du territoire en rapport avec les pôles urbains.
il y a eu un plan national d'aménagement du territoire qui a été validé en conseil présidentiel. Une loi a aussi été votée à l'Assemblée nationale. Donc les conditions sont réunies pour une bonne politique dans ce domaine-là. Ça devrait donc s'accélérer normalement. Absolument. Vous savez, et ça nous le disons tout le temps, aucun pays ne peut se développer s'il n'aménage pas son territoire. C'est la planification spatiale de son territoire. Vous avez parlé de pôle urbain de Diamniadio, pôle urbain du Lac Rose. Le président Macky Sall a eu à tenir une réunion dans ce sens ces derniers jours pour pouvoir développer ces pôles urbains. Mais ces pôles urbains, il faut les comprendre dans un cadre global d'aménagement du territoire. Notre territoire aujourd'hui est aménagé, nous pouvons le dire sans nous tromper. Il y a d'abord le plan national d'aménagement et de développement des territoires, qui a été validé en Conseil des ministres le 24 janvier 2020. Mais pour que ce plan d'aménagement et de développement des territoires puisse être opérant, il faut une loi. Et cette loi également a été votée par l'Assemblée nationale. Donc nous avons tous les outils maintenant pour pouvoir travailler dans ce sens. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que dorénavant, aucun projet ne peut se faire sur le territoire national s'il n'est conforme au PNADT, au plan national d'aménagement et développement des territoires, quel que soit le projet. Que ce soit un projet industriel, que ce soit un projet agricole, que ce soit la construction d'un centre de santé ou la construction d'un hôpital, etc. Nous jetons un coup d'œil sur le plan d'aménagement et développement des territoires pour voir si ce projet est conforme. S'il n'est pas conforme, eh bien, on va amener le projet là où le plan national d'aménagement et de développement. Et pourquoi c'est important? On tire les leçons d'une situation passée ou quoi? Oui, il y avait une sorte d'anarchie. Oui. En fait, il faut le dire avant, où c'est la personne qui a son projet qui dit, moi, je veux par exemple construire telle usine ou tel hôpital à tel lieu. C'est-à-dire, c'est le porteur de projet. Ou même l'État central qui dit, je veux faire tel lycée ou tel. Sans aucune planification. C'est ça qui posait problème. Vous savez, le fait que Dakar, la région de Dakar, qui fait 0,3% du territoire national et près de 25% de la population, nous vivons ces situations-là de forte concentration humaine, mais c'est parce qu'il n'y avait aucune planification spatiale dans ce pays-là. Et aujourd'hui, le plan national d'aménagement du territoire veut régler cette question, veut faire en sorte que Dakar soit décongestionné, veut faire en sorte que les populations ne viennent plus à Dakar. Évidemment, elles peuvent venir à Dakar s'ils ont besoin, mais pas pour venir à Dakar pour y rester. Parce que pourquoi on vient à Dakar? On vient à Dakar parce que pour étudier, les meilleures universités sont à Dakar. Pour se soigner, c'est à Dakar. Pour chercher du travail, c'est à Dakar. 80% de notre économie, c'est à Dakar. C'est ça que le président Macky Sall veut inverser. Et c'est le sens de la création des métropoles d'équilibre en laissant Dakar métropole internationale et créer 10 métropoles d'équilibre. Et dans chaque métropole d'équilibre, on va y implanter une bonne université, un hôpital au moins de niveau 2, mais également aussi des infrastructures et des centres de ressources de travail, comme les agropoles. Agropole centre, agropole ouest, agropole sud, agropole nord, agropole est. Et créer donc à partir de nos richesses, parce que le plan national a identifié pour chaque zone ses propres potentialités et ses propres richesses. On a cartographié le pays. On a fait un zonage, il y en a 14. On appelle les grandes affectations. 14, où chaque zone a sa spécialité. Vous allez vers la zone de Koudougou, mais c'est une zone par excellence minière. Vous allez vers le sud du Sénégal, il y a également l'agro... une zone agricole. Une zone agricole, l'agro-industrie, etc. Donc chaque zone est cartographiée et on lui a donné une activité. Eh bien, autour de ces activités, autour de ces métropoles d'équilibre, les populations pourront rester. Parce qu'elles pourront se soigner, elles pourront étudier, elles pourront trouver du travail. Donc, elles n'auront plus besoin de venir jusqu'à Dakar s'agglutiner dans 0,3% du territoire. C'est ça le sens de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, je suis bien placé pour le dire, chaque fois qu'il y a une rencontre sur des projets, c'est le président Macky Sall lui-même qui dit « Veillez à ce que
ce soit conforme au PNADT. Et c'est extrêmement important. Et c'est ça qui va développer notre pays. Et c'est pour nous éviter certaines difficultés, certains problèmes qu'on a connus, comme les inondations. On a vu qu'à Dakar, dans certaines zones, d'autres zones du pays, en fait, les phénomènes sont liés en partie à cela. Absolument. Vous savez, les inondations ne sont pas venues comme ça. C'est l'homme qui est venu habiter dans des zones non édificantes. Moi, j'ai eu le privilège en 2012, lorsque le président Macky Sall venait d'arriver au pouvoir, d'être ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Et lorsque nous avons regardé un peu la cartographie des inondations, avec des anciennes cartes qui dataient d'avant même l'époque coloniale, ou de l'époque coloniale, et on les a superposées, on a vu qu'il y a une coïncidence exacte entre les zones inondées et les zones d'eau. Vous savez, ici, la région de Dakar, c'est une région d'eau. D'ailleurs, il y a certains quartiers qu'on appelait le quartier des marigots. Il y avait des rivières qui passaient ici. Moi, je me rappelle le Wayegate qui passait près de Ouest Foire et qui allait jusqu'à Philippe Maguilène Senghor. Eh bien, quand on prend cette rivière-là qui s'appelle le Wayegate et qui a disparu, les inondations dans cette zone épousent le lit de cette rivière. Donc, les populations sont venues habiter là-dessus. Le plan d'aménagement évitera cela. Ensuite, quand il y a des projets, le gouvernement paye énormément d'impenses. 80 milliards, par exemple, le terre, entre autres, etc. Donc, ce plan aussi a prévu ce qu'on appelle les zones d'aménagement différées. Autrement dit, demain, les chemins de fer que le président Macky Sall voudrait construire, également les zones là où on doit installer des universités ou autres, des routes, les autoroutes, on va les planifier dès maintenant. Même si on doit le faire dans 5 ans, dans 6 ans, on doit réserver les zones. Et si quelqu'un maintenant veut s'installer dans une zone réservée, l'ANAT dispose, l'ANAT c'est l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, dispose de ce qu'on appelle le visa de localisation. Et si on doit affecter à la personne sur une zone où il est prévu un projet dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans ou même 10 ans, le visa de localisation dira non, ici il est prévu de construire une route ou une autoroute ou un chemin de fer ou une université. Donc, on ne peut pas affecter à la personne. Donc, ces zones seront surveillées en permanence pour éviter que demain, nous puissions débourser beaucoup d'argent pour payer des impenses à des personnes qui sont là, qui n'ont fait aucun effort, sauf détenir un titre foncier ou un bail sur ces sites sur lesquels des projets structurants sont prévus. Maintenant, la particularité des pôles urbains, comme le chef de l'État en a parlé lors du Conseil des ministres, la particularité, c'est quoi? C'est on ne veut pas édifier, alors faire naître ces pôles urbains avec les mêmes erreurs, c'est ça? Exactement. Les pôles urbains sont des zones de vie, sont des zones de développement. C'est du capital humain qui doit s'installer là-bas. Donc, le président Macky Sall veut des standards les plus modernes pour que les populations puissent vivre dans un environnement adéquat, un environnement correct. C'est le sens du pôle urbain de Diamniadio. Regardez Diamniadio, comment il est maintenant, ce pôle urbain, avec des infrastructures de dernière génération, avec un cadre de vie adéquat. Eh bien, c'est ça les pôles urbains. Éviter une bidonvillisation à outrance et que les populations puissent vivre de manière correcte dans un environnement sain. Et c'est tout le sens, justement, de ces pôles urbains où des investisseurs privés vont venir avec des projets structurants. Et le président Macky Sall a ajouté, attention, il ne s'agit pas de donner à ces investisseurs privés des espaces qu'ils vont conserver pendant longtemps sans aucun financement. Il a ajouté des garanties avant qu'on attribue des terres à ces industriels, à ces gens qui viennent investir. Oui. Il faut s'assurer qu'ils ont l'investissement déjà. Ils ont un programme bien ficelé pour construire et éviter d'avoir des programmes qu'on montre par PowerPoint et tout le monde est content. Alors, sur les faits, il ne se passe rien sur le terrain. D'accord. Alors, on est dans le même sillage et c'est pour reparler de la problématique de la ville. C'est vous qui avez lancé le débat hein, sur lequel pratiquement tout le monde s'est prononcé, y compris d'ailleurs le président de la République le 31 décembre dernier. Maintenant, dans la perspective, après ce débat, on va vers quoi?
Dans quel cadre ce problème sera-t-il réglé? Vous savez, ce problème-là est posé. C'est une réalité. D'abord, il faut dire que ce sont même les élus qui l'ont posé en premier. Les élus l'ont posé depuis quelque temps, avant même que moi je n'intervienne sur ce sujet-là. De quoi s'agit-il? Il faut le rappeler rapidement et passer sur les perspectives. En réalité, il n'est pas question, parce que pour certains, on dit il n'y aura plus Dakar. C'est comme s'il n'y aura plus Dakar. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le palais de la République, il n'y aura plus l'hôpital de Dantec, il n'y aura plus l'hôpital principal, il n'y aura plus l'Assemblée nationale, il n'y aura plus le building administratif, on va tout raser. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La ville, en tant qu'infrastructure, superstructure, existe. On continuera à dire, je vais à la ville de Dakar, je vais à Dakar, je vais à Rufisque, je vais à Pikine, je vais à Thiès, je vais à... etc. Donc ça, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. C'est simplement un problème de gouvernance locale en tant que collectivité. Et ça, c'est l'acte 3, comme l'a dit le président Macky Sall, qui entraîne la caducité de la ville. Aujourd'hui, l'acte 3, c'est deux entités. C'est le département et la commune. Ça, c'est l'article 1er. Dans le respect des lois et de l'intégrité territoriale du pays, les collectivités territoriales du Sénégal sont le département et la commune. Point. C'est ça, c'est l'acte 3. Maintenant, la ville, c'est une sorte d'intercommunalité. Mais il y a le département qui sera renforcé, qui aura une fiscalité propre avec des moyens renforcés et des communes fortes d'égale dignité. Les communes auront leur pouvoir renforcé, auront leurs ressources renforcées. Et il y a le département également qui aura un pouvoir renforcé avec une fiscalité et des ressources propres. Donc c'est ça l'architecture de l'acte 3 de la décentralisation. Et il faut qu'on se conforme également à ce que la décentralisation dit. Ceux qui disent que la ville existe depuis 1880 ou autre, non. La ville n'a existé qu'en 1996 avec la création des communes d'arrondissement. Et même la ville de Thiès existe depuis 2008, c'est tout. Mais est-ce qu'avant les gens n'allaient pas à Thiès? Si. Avant 1996, est-ce qu'on n'allait pas à Dakar? Oui, on allait à Dakar, on allait partout. Donc, ce n'est pas ce problème-là. C'est un problème de gouvernance territoriale sur lequel nous travaillons et les avis, nous sommes en train de recueillir des avis et je suis sûr que le président Macky Sall suit de près ce dossier-là. Mais ce n'est pas un problème politique, ni quoi que ce soit. Parce que comme il a eu à le rappeler et d'autres l'ont rappelé, si c'était un problème politique, bon, Dakar, sur cette élection, le président Macky Sall en a gagné les 600. Et s'il y a un conseil départemental, ce sera aussi une élection. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et c'est ça qui sera bien pour notre gouvernance locale. Oui, maintenant, on va régler le problème dans quel cadre? Parce qu'on a parlé de l'acte 3, de la deuxième phase qui va être... qui va poser le débat et régler, au-delà de cette question, d'ailleurs, d'autres problèmes soulevés dans le cadre de la politique de décentralisation. Cette deuxième phase-là, quand est-ce que cela va se faire? L'acte 3, le président Macky Sall nous avait demandé de l'évaluer. Nous l'avons évalué. Nous avons tenu 14 réunions dans les 14 régions avec les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, les présidents de conseil départemental, les associations de jeunes. Toutes les structures vivent dans chaque région. Qu'est-ce qui reste à faire? Nous l'avons évalué et nous avons fait un rapport qui est sur la table de M. le Président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. D'accord. Maintenant, nous devons aller à la seconde phase. La seconde phase doit intégrer les préoccupations des populations et des élus, y compris la problématique de la ville, la problématique du statut de l'élu local, la problématique de la fonction publique locale, qui est déjà effective, etc. La problématique du développement local. Également, y intégrer la LOADT, la loi d'orientation et développement des territoires, qui également met en place la métropole internationale de Dakar, qui va de Dakar jusqu'à Dias, parce qu'il y a une conurbation qui est là, qui est une réalité. De Dakar à Dias, lorsque vous prenez votre billet d'avion pour aller à Paris, vous achetez un billet Dakar-Paris, mais vous prenez votre vol où? À Dias. Ouais. Lorsque vous allez à Paris, l'avion atterrit où? À Roissy ou à Orly. Mais pas à Paris intramuros. Pourtant, vous avez acheté, vous dites, j'achète un billet Paris. C'est cette conurbation-là
qui s'impose à nous et qui nécessite que nous puissions réagir pour avoir un développement équilibré dans notre pays. Et c'est ça la métropole internationale de Dakar qui va rivaliser avec les grandes villes comme Paris, comme Londres, comme New York, comme Abidjan, etc. Donc, de ce point de vue-là, il faut tenir compte aussi de ça pour les collectivités territoriales. Ensuite, les incohérences territoriales. Oui. Nous avons des communes qui ne sont pas viables. Or, le postulat de l'acte 3 de la décentralisation, c'est organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. L'architecture actuelle, pour certaines communes, ça ne peut pas continuer. Nous savons tous qu'il y a eu des découpages qui n'ont pas obéi justement à ce postulat. Donc, il y a des corrections qu'il faudra faire, mais également, il y a les pôles territoires. Le président Macky Sall a théorisé les pôles territoires. Pôle territoire de la Casamance, pôle territoire du Sine Saloum, pôle territoire du Sénégal oriental. Et pour le reste maintenant, les régions vont être des sortes de pôles territoires. Donc, il y en aura 9. Mais tout cela, nous devons y travailler pour être prêts et aller justement vers une reconfiguration spatiale de la gestion locale. Et ça, c'est extrêmement important. Et ce sont des dossiers sur lesquels nous travaillons actuellement. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'incohérence territoriale que la phase 2 de l'acte 3 va régler. Si on prend l'exemple de Rufisque, dans son entité département, on sait que vous êtes maire de Sangalkam. Ça voudra dire quoi? Qu'on va travailler pour un département, un grand département de Rufisque, y compris la collectivité territoriale Sangalkam. Mais ce département existe déjà, Oumar. Il existe. Oui. Il y a un président de conseil départemental. Vous prenez l'exemple de Rufisque. Rufisque, c'est quoi comme collectivité? Il y a 3 communes dans Rufisque intramuros. Il y a également les autres communes, 9 communes. Vous prenez Rufisque, il y a Rufisque Est, Rufisque Ouest, Rufisque Nord. C'est ça qui forme la ville de Rufisque, qui est une sorte d'intercommunalité en réalité. Ensuite, vous avez la commune de Sangalkam, la commune de Bambilor, la commune de Djahaï, la commune de Tivaouane-Peulh. Ça, c'est l'ancienne communauté rurale de Sangalkam qui a été coupée en 4. Oui. Ensuite, vous avez Bargny, vous avez Yen, vous avez Sébikotane, vous avez Diamniadio, vous avez Sendou. Donc, nous avons 12 communes, une ville et un département. Donc, ce département existe déjà, il n'y a aucun problème. Sangalkam, que vous avez cité là, fait partie du département de Rufisque et fait partie du conseil départemental. Moi-même, je suis élu conseiller départemental. Je suis maire de Sangalkam, mais aussi je suis conseiller départemental. Mais cette grande ville de Rufisque dont certains sont nostalgiques, Sangalkam n'en fait pas partie. Non. Si on devait avoir une cohérence, comme l'exige la réforme aujourd'hui, on aurait Rufisque commune et Sangalkam... Non, on aurait, si on s'en tient aux communes existantes, on aurait les 12 communes de Rufisque et un conseil départemental qui épouse tout le département de Rufisque, comme c'est le cas actuellement. D'accord. Mais maintenant, les gens disent on veut tuer la ville. Mais on ne tue pas la ville. La ville existe. On dira toujours, moi je dirais toujours, quittant Sangalkam, je vais à Rufisque. Quand quelqu'un quitte à Bargny, il dit je vais à Rufisque. Mais c'est la gouvernance qui change. Et c'est cette gouvernance-là qui est extrêmement importante parce que les ressources seront maintenant à la disposition des communes. Parce qu'on a créé des communes. Il n'y a plus de communes d'arrondissement. N'oublions pas que la ville est née en 1996 du fait qu'on avait créé des communes d'arrondissement et on a créé des villes pour un peu, disons, fédérer les communes d'arrondissement. Mais l'acte 3 dit qu'il n'y a plus de communes d'arrondissement. Toutes les communes sont d'égale dignité. La communalisation intégrale. La communalisation intégrale. Donc nous devons renforcer toutes les communes et également les départements et continuer maintenant à travailler. Parce que la décentralisation, ce n'est pas figé, hein, c'est une affaire dynamique. Oui. En 1872, il n'y a eu que 2 communes, Gorée et Saint-Louis. Est-ce que Saint-Louis est une ville? Non. En 1880, il y a eu Rufisque comme commune. Et ensuite, Dakar en 1887. Donc, il n'y a pas eu de problème. C'est en 1996 maintenant que les choses ont commencé à changer, que la notion de ville a commencé à s'installer. Thiès, je dis tout à l'heure, c'est en 2008. C'est en 2008 que la ville de Thiès a été créée. Est-ce que Thiès n'existait pas avant? Est-ce que les gens, en allant à Thiès avant 2008, ne disaient pas, bon, je vais à la ville de Thiès? C'est ça. Même d'aucuns disent, je vais à la ville de Saint-Louis.
Et pourtant, du point de vue collectivité territoriale, Saint-Louis n'est pas une ville, c'est une commune. Voilà des exemples que nous pouvons donner comme ça par rapport à ce sujet. D'accord. Un mot sur le financement des partis politiques pour en terminer, qui est également en débat à la faveur de cette mise en garde du ministre de l'Intérieur contre ce parti PASTEF qui est dans une opération, qui était du moins dans une opération de collecte de fonds. Vous savez, ce débat-là n'est pas compliqué. N'est pas compliqué. Si on pouvait résumer en un mot ce qu'a dit ou en une phrase, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, c'est respect de la loi, c'est tout. Respect de la loi. Ce que dit la loi, c'est très clair. Un parti ne peut pas aller chercher un financement international. International, ça c'est impossible. Donc, de ce point de vue-là, je crois que ce débat-là ne se pose plus. On ne peut pas faire une souscription internationale pour un parti. Ce n'est pas possible. Si le temps l'avait permis, on pourrait peut-être rentrer dans le détail. Mais il faut retenir ça. Il a rappelé le respect de la loi. Maintenant, le financement des partis politiques, c'est un débat aussi qui se pose dans les endroits appropriés, avec les personnes qui doivent en discuter. Oui, évidemment, notre démocratie, elle est évolutive. Vous savez, dans la vie, rien n'est figé. Les choses évoluent, mais pourvu qu'elles évoluent dans le bon sens. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement des territoires et porte-parole du gouvernement, Monsieur Omar Gueye. Merci d'être venu à cette émission. C'est moi qui vous remercie, Omar. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. À vous d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain.